Les femmes sont des créatures aux cheveux longs et aux idées courtes. Une phrase aussi brutale que tranchante, semblable à du verre brisé traversant l'esprit. Aujourd'hui, elle est, à juste titre, décriée comme un exemple parfait de misogynie philosophique. Et pourtant, elle vient d'Arthur Schopenhauer, le génie sombre de la philosophie allemande, un penseur dont la vision de la vie était aussi lugubre que son intelligence était éclatante. Mais avant de le rejeter comme un simple misogyne amer, ce qu'il fut en partie, prenons un instant. Car sous cette provocation grossière, derrière cette généralisation rude, se cache quelque chose de plus troublant. Une vérité discrète qui résonne dans les recoins silencieux de l'expérience masculine. Certains affirment que Schopenhauer ne haïssait pas les femmes en elles-mêmes. Il méprisait le fonctionnement du désir. Ce qu'il rejetait, c'était la manière dont l'amour romantique ou ce qu'il percevait comme une illusion le faisait se sentir impuissant, remplaçable, secondaire. Derrière cette amertume, derrière ce cynisme presque maladif envers le féminin, se cache une question que de nombreux hommes, à travers les âges, n'ont jamais osé formuler à haute voix par peur de paraître faibles, possessifs, ou pire, rancuniers. Pourquoi semble-t-elle toujours vouloir davantage? Pourquoi, même quand tout semblait sincère, l'amour, le lien, l'engagement peut-elle partir un jour, sans avertissement pour un autre? Et pourquoi cet autre incarne-t-il presque toujours certains traits bien précis? Plus grand, plus sûr de lui, plus accompli, plus dominant, plus de ce que toi, tu pensais ne pas avoir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces eaux agitées. Nous allons parler de l'hypergamie, ce concept controversé. De la puissance silencieuse du choix féminin. Mais surtout, nous aborderons le ressentiment masculin, cette douleur qui ronge l'âme lorsqu'elle reste tue, inexplorée, non digérée. Pour comprendre la vision de Schopenhauer sur l'amour et les femmes, il faut d'abord saisir le cœur même de sa philosophie, la volonté de vivre. Pour lui, la réalité ultime n'était ni la raison, ni Dieu, ni même la matière. C'était une force irrationnelle, aveugle, insatiable, une impulsion cosmique poussant chaque être, des rochers aux plantes, des animaux aux hommes, à s'accrocher à l'existence, à se reproduire, à survivre. Cette volonté est la source de tout désir et donc de toute souffrance. Car désirer, c'est manquer. Et la volonté ne connaît jamais la satiété. Dans cette vision sombre du monde, l'amour n'est pas une union sacrée. C'est un piège biologique. Un appât. Un mécanisme dressé par la volonté pour assurer sa perpétuation. Pour Schopenhauer, ce que nous appelons amour n'est qu'un masque raffiné, dissimulant une force primitive qui se moque bien de ton bonheur. Elle ne se soucie que de ton utilité génétique. Tu crois tomber amoureux par connexion émotionnelle, par affinité d'âme. Mais lui affirme le contraire. La volonté, cette force biologique aveugle choisie à ta place. Tu n'es pas le maître de ta décision. Tu es l'outil. Et l'amour, ce n'est qu'un leurre. Une illusion bien orchestrée, conçue pour t'attirer dans la soumission. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est ceci. Lorsqu'une femme choisit un homme selon cette logique, ce n'est pas pour la beauté de son cœur ou la poésie de son âme. Son instinct est affûté, affiné par des millions d'années d'évolution. Elle ne mesure pas consciemment ta gentillesse ou tes gestes romantiques. À un niveau plus profond, sa biologie demande « Cet homme peut-il me protéger, moi et mes futurs enfants? Peut-il offrir sécurité, ressources, stabilité? Possède-t-il les traits génétiques force, intelligence, statut qui profiteront à ma descendance ?» Pour Schopenhauer, c'est le moteur cruel de l'attraction féminine. Ce n'est pas de l'émotion. C'est une stratégie. Un algorithme de survie dissimulé derrière l'affection, l'admiration ou une apparente compatibilité. Et cet algorithme porte un nom, l'hypergamie. Définissons-le sans détour. L'hypergamie est cette tendance constante à travers l'histoire et les cultures des femmes à rechercher un partenaire de statut social, économique ou physique égal ou supérieur. Ce n'est pas un défaut moral. Ce n'est pas forcément superficiel. Ce n'est même pas toujours conscient. C'est une forme d'adaptation évolutive, un instinct profondément enraciné dans la survie. Mais ce que l'évolution considère comme logique, l'homme moderne le vit souvent comme une trahison. Car le problème n'est pas seulement qu'elle est partie. C'est qu'elle est partie pour quelqu'un perçu comme meilleur, plus affirmé, plus dominant, plus accompli, plus de ce que tu n'étais pas. C'est là que naît le ressentiment. Non pas parce que tu n'étais pas aimé, mais parce que tu as été surpassé. Parce que tout ce que tu as donné, ta loyauté, ton attention, ta constance n'a pas suffi. Parce que, quelque part, en silence, tu as perdu une partie à laquelle tu ne savais même pas que tu participais. Alors tu te demandes, était-ce une trahison personnelle? Un égoïsme froid? Ou bien quelque chose de plus ancien, de plus impersonnel comme une sélection naturelle à l'œuvre? Et Schopenhauer,
du haut de sa tour de pessimisme, apporterait une réponse glaciale. Ce n'était pas vraiment elle. C'était la volonté, cette force aveugle, insatiable qui se servait d'elle comme d'un véhicule, et de toi comme d'un appât. Ce sentiment d'avoir été jeté ne s'accompagne pas toujours de larmes. Il ne s'exprime pas toujours à voix haute. La douleur masculine est souvent silencieuse. Elle se cache derrière l'ironie, la distance émotionnelle, ou des phrases comme « Toutes les femmes sont pareilles ». L'amour est une arnaque. Mais sous cette carapace, il y a quelque chose de brut, de douloureux. Une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Et c'est là, dans ce silence, que la pensée de Schopenhauer commence à se décomposer. Son mépris envers les femmes, si évident dans ses écrits, ne semble pas provenir d'un raisonnement froid. Il semble venir d'une expérience personnelle, d'une relation brisée avec une mère puissante et émotionnellement distante, de relations amoureuses ratées où il n'était jamais celui qu'on choisissait. Schopenhauer ne parlait pas seulement en philosophe. Il parlait en homme invisible. Schopenhauer ne parlait pas seulement en philosophe. Il parlait en tant qu'homme un homme qui s'est senti invisible, ignoré, exclu. Et c'est ce qui rend sa pensée si dangereuse. Ce n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, c'est une douleur transformée en doctrine. Mais au lieu de le condamner directement, posons une question. Combien d'hommes, aujourd'hui, portent cette même blessure? Combien ont aimé sincèrement, donné tout ce qu'ils avaient et malgré tout, n'ont pas suffi? Combien ont joué le rôle du protecteur, du soutien fidèle, du compagnon dévoué pour finalement n'être vu que comme une présence confortable, pas une passion? Voilà la vérité difficile à entendre. Les hommes ne veulent pas seulement de la compagnie. Ils veulent être choisis, être désirés, pas juste acceptés, être celui qui fait briller ses yeux, pas seulement celui qui paie les factures. Et quand ils ne le sont pas, quand ils sont remplacés, cette douleur n'est pas traitée. Elle est refoulée. Et dans une société qui punit encore la vulnérabilité masculine, cette souffrance se transforme. Elle devient une idéologie, du cynisme, des communautés entières nourries de colère, où la douleur est recyclée en accusation et où blâmer devient une identité. Mais si l'on gratte sous la surface de l'amertume, ce qu'on trouve n'est pas de la haine, c'est un chagrin. C'est la voix d'un homme qui a tout donné et qui n'a pourtant pas été choisi. Et c'est là que la pensée de Schopenhauer devient toxique. Lorsqu'elle cesse d'être un miroir pour l'introspection et devient une arme pour la rancéure. Quand sa douleur personnelle est confondue avec une vérité universelle. Quand la philosophie sert de masque pour une blessure qu'on refuse de regarder en face. Est-ce à dire que les femmes sont, par nature, égoïstes? Qu'elles ne s'intéressent qu'à l'argent, au pouvoir, au statut? Non. Ce serait une lecture superficielle d'un instinct profond. Une perspective plus nuancée reconnaît que l'hypergamie, cette tendance à rechercher une élévation de statut, n'est pas un défaut moral. C'est un mécanisme évolutif. Dans les sociétés primitives, choisir un partenaire n'était pas un acte romantique, c'était une question de survie. Une femme qui choisissait un homme faible, incapable de la protéger ou de subvenir à ses besoins, ne risquait pas seulement d'être déçue, elle risquait la mort. Pour elle et pour ses enfants. Alors la nature a affûté son instinct comme une lame. Elle a développé une sensibilité au pouvoir, à la compétence, à la sécurité. Et même si nous ne vivons plus dans des grottes, ce radar fonctionne toujours. Aujourd'hui, il ne cherche plus un chasseur, mais un homme avec une direction, une mission, une énergie. Un homme en mouvement, avec une vision claire, un élan. Et c'est ici que la douleur entre en jeu. Parce qu'être un homme bien ne suffit pas toujours. Tu peux être loyal, tendre, constant. Tu peux t'aimer de tout ton être, faire tout ce qu'il faut et malgré cela, ne pas être désiré. Tu peux être aimé, respecté, admiré sans pour autant éveiller ce désir instinctif, viscéral. Car le désir obéit à d'autres lois. Et si tu ne connais pas ces règles, tu finis perdu, amer, déboussolé. Tu te demandes, que ai-je mal fait? Pourquoi n'étais-je pas suffisant? Et là, ton esprit se referme. Tu commences à croire que l'amour est un mensonge, que la gentillesse est une faiblesse, que les femmes sont cruelles. Mais cette conclusion n'est qu'un symptôme, pas une vérité. Mais le vrai problème, c'est que tu réagis à partir d'une mauvaise compréhension. On ne t'a jamais dit que le désir ne récompense pas la gentillesse. Il récompense la croissance, l'élan, la puissance intérieure. Et si tu ne dégages pas cette énergie, cette mission, cette étincelle, elle risque de ne même pas te voir. Beaucoup d'hommes restent coincés à ce stade. Ils suivent les règles, agissent avec droiture, font tout comme il faut, et pourtant, ils perdent. Ils sont remplacés. Pas parce qu'ils sont de mauvais hommes,
mais parce qu'ils n'ont pas compris que les règles du jeu ne sont pas celles qu'on leur a enseignées. Alors que faire? Abandonner? S'aigrir? Rejoindre la cacophonie de colère en ligne? Ou y a-t-il une autre voie pour retrouver ta valeur non pas en mendiant l'approbation d'une femme, mais en reconstruisant tes fondations? Comprendre l'hypergamie ne signifie pas y être soumis. Ce n'est pas se plier à une image caricaturale de l'homme à haut statut. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre pour obtenir son regard. C'est connaître les lois de l'attraction et ensuite choisir de s'élever à sa manière. Pas pour elle. Pour toi. La solution ne réside pas dans le fait de surpasser tous les autres pour obtenir une validation féminine. C'est une course perdue d'avance ou dans laquelle tu risques de te perdre toi-même. La vraie réponse, c'est de te dépasser toi-même. Te réveiller chaque jour en te demandant: où puis-je progresser? Dans quel domaine suis-je en retrait? Où ai-je été passif alors que j'aurais dû agir? Car lorsque tu te concentres sur le fait de devenir un homme ancré, compétent, guidé par un but non pour séduire, mais pour évoluer, tu cesses de chercher l'approbation. Tu arrêtes de supplier pour être aimé. Tu commences à rayonner, force tranquille, confiance, direction. Et voici le paradoxe. C'est à ce moment-là que tu deviens attirant. Pas parce que tu as poursuivi le désir, mais parce que tu n'en as plus besoin. Tu ne deviens pas insensible au rejet. Mais le rejet ne te détruit plus. Tu es solide de l'intérieur. Tu possèdes un centre, une forteresse intérieure. Et si quelqu'un s'en va, si on ne te choisit pas, tu ne t'effondres pas. Tu t'adaptes. Tu reconstruis. Tu t'élèves. C'est là que Nietzsche entre en scène, le philosophe qui a à la fois admiré et critiqué Schopenhauer. Son idée du surhomme n'était pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Canaliser ses impulsions. Transformer l'amertume en sagesse. Faire de la douleur un moteur. Alors oui, peut-être qu'elle voulait davantage. Peut-être qu'elle est partie. Peut-être qu'elle t'a comparé à un autre et ne t'a pas trouvé à la hauteur. Ça fait mal. C'est un coup profond. Mais tu n'es pas obligé de rester prisonnier de cette douleur. Tu peux la transformer en énergie. Tu ne grandis pas en haïssant ce que tu ne contrôles pas. Tu grandis en construisant ce que tu peux, ta force, ta lucidité, ta mission. Ne supplie pas pour être aimé. Ne t'accroche pas par peur. Ne hais pas ce qui t'échappe. Élève-toi. Trace ta propre route. Reconnais ta valeur non parce qu'on te l'a donnée, mais parce que tu l'as forgée. Et si elle s'en va, laisse-la partir. Car quand tu sais réellement qui tu es, quand ta valeur vient de l'intérieur, l'abandon n'est plus une menace. Ce n'est qu'une étape de plus sur le chemin de la maîtrise.